qu'il était prévu. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de concentrer vraiment mon propos autour de trois sujets, l'inflation normative, les études d'impact et l'évaluation des politiques publiques, mais le plus rapidement possible. Dans ce rapport, nous avons voulu contribuer à l'objectif de revalorisation du travail parlementaire, que vous menez ici même d'ailleurs dans ce groupe de travail sur l'avenir de nos institutions, pas seulement, et préparer ce que sera le Parlement du non-cumul de la 15e législature, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je sais que c'est un thème qui vous est cher. Or, aujourd'hui, le Parlement vote la loi, c'est-à-dire vote les textes et amende les textes, mais il vote trop de lois, trop bavardes, les lois s'empilent, les normes s'accumulent, et donc on a un système juridique, effectivement, qui aujourd'hui est marqué par sa complexité et son instabilité. Sauf que le fait de se concentrer sur le vote de la loi se fait au détriment des autres fonctions de contrôle et d'évaluation. Je voulais quand même citer quelques chiffres sur la question de l'inflation normative. On a aujourd'hui à peu près 500 lois qui sont votées par législature. 80% de ces lois proviennent du gouvernement. Enfin, même sur les 20% d'origine parlementaire, il y a souvent des faux-nez écrits par le gouvernement. Ça veut dire aujourd'hui un stock de lois qui dépasse les 11 000 textes. Ça veut dire aussi une législation déléguée, les ordonnances, qui explosent. On était sur un rythme de 10 ordonnances par an avant l'année 2000. On est aujourd'hui à plus de 30 ou 40 ordonnances chaque année. Il y a certains projets de loi qui nous ont été présentés, je pense à l'agriculture, où il y avait 30 habilitations à légiférer par ordonnance qui étaient contenues dans les projets de loi. Nous avons aujourd'hui un problème de volume de la loi. En 2013, cela représente 4 millions de caractères, l'ensemble des lois, si on les met mis bout à bout au journal officiel. Et le Conseil d'État a mesuré depuis 2010 que chaque année, on augmente le nombre d'articles dans les lois de 8% et le nombre de mots de 6%. Je voulais prendre deux exemples de lois où le nombre d'articles a été multiplié par 2 entre le dépôt du texte et son adoption définitive. Cécile Duflot n'est plus là, mais la loi Allure en particulier, ou l'engagement national sur l'environnement il y a quelques années. Comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, entre 2012 et 2014, ce sont 1767 amendements gouvernementaux qui ont été adoptés en 2 ans, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc je n'évoque pas les séances de nuit. Monsieur le Président est déjà revenu, je pense, dans des propos qu'il a tenus devant vous, sur le nombre de journées supplémentaires ouvertes pour légiférer et demandées par le gouvernement, sur le recours à la procédure accélérée, 4 fois plus de procédures d'urgence aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais tout cela, vous l'avez parfaitement dit, c'est aussi dû à l'accélération du temps politique, du temps médiatique, et donc de la contrainte qui pèse sur le temps législatif. Je rejoins ce qui a été dit sur l'organisation de nos débats par plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons dans l'ordre du jour, en théorie, une semaine de contrôle. Alors nous l'utilisons, c'est vrai, assez bien sur le suivi de nos rapports d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces modalités, cette semaine de contrôle n'est pas satisfaisante et elle est souvent aussi préemptée, là aussi, par des thématiques du gouvernement. J'en viens maintenant à l'étude d'impact. Alors, on l'a dit dans nos propositions, aujourd'hui, il y a plusieurs phases dans la fabrique de la loi. Là, je rejoins complètement Bernard Thibault. Il faut réfléchir dans toutes ces phases-là. Il y a une phase très importante, et Thierry Mandon y insiste beaucoup, c'est d'abord la délibération collective entre ministres avant même qu'une loi soit décidée. Et la question qui se pose de savoir si vraiment une loi est nécessaire. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est-à-dire que chaque ministre concocte dans son ministère des textes de loi. Il y a, et on a souhaité faire une proposition là-dessus, je pense aussi, dès lors qu'il y a une intention de faire un texte de loi, nécessité d'organiser au Parlement un débat préalable d'orientation. C'est-à-dire avant même que le texte de loi soit déposé en Conseil des ministres. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut pouvoir associer le plus largement possible, avant même l'étude d'impact, les forces vives de la nation dans leur diversité, sur notamment cette question clé qui est de savoir si une loi est vraiment nécessaire ou pas. Et ensuite, il y a les études d'impact.
Alors le problème principal, outre le fait qu'elle soit imprécise, hein, je prends toujours moi l'exemple d'une loi sur laquelle j'ai été amené à travailler en tant que rapporteur, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire. Dans l'étude d'impact, création d'emplois, ce qui a été mentionné, c'est d'ici 2 à 5 ans, possibilité de créer entre 100 000 et 200 000 emplois. Bon, vous voyez quand même que pour le législateur, même s'il n'y a pas effectivement d'effet prédictif d'une étude d'impact, je suis bien d'accord, c'est un peu toujours au doigt mouillé, c'est quand même difficile de travailler sur des données qui sont aussi imprécises. Mais le fait majeur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les études d'impact sont rédigées par les administrations qui sont elles-mêmes chargées de rédiger le projet de loi. Donc il n'y a aucune objectivité. Donc la mesure essentielle, c'est bien évidemment d'avoir une contre-expertise indépendante aujourd'hui sur la qualité de l'étude d'impact. Alors vous posez la question de savoir s'il faut le confier à une autorité indépendante supplémentaire, autorité administrative indépendante supplémentaire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait avec Laure de la Raudière. Nous souhaitons qu'il y ait une rationalisation et un regroupement d'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes qui aujourd'hui sont en charge, mais de façon distincte, d'évaluer notamment la qualité de ces études d'impact. Bon. Conseil de simplification des entreprises, pour le volet entreprise. Bon, et ça, Thierry Mandon, il travaille pour que le 1er juillet, il y ait des choses qui soient faites maintenant très directement. Le Conseil national d'évaluation des normes pour les collectivités territoriales. Vous avez évoqué tout à l'heure le CESE, bien évidemment, le Conseil environnemental et social, qui aujourd'hui fait des bons rapports. Parfois, quand les ministres leur demandent de travailler un petit peu en amont de la préparation de la loi, mais qui pourrait très bien aujourd'hui jouer un rôle important d'évaluation des conséquences sociétales de loi. On n'est pas simplement... Et environnementales, mais évidemment, il y a déjà des critères qui existent dans les études d'impact aujourd'hui depuis 2008. Je pense aussi au comité à la vie associative pour les conséquences sur le monde associatif. Donc vous voyez que là, on a un certain nombre d'autorités qui existent, qui préexistent. L'idée, ce n'est pas de créer une autorité supplémentaire, mais bien d'essayer de regrouper une partie de ces autorités-là pour qu'elles puissent statuer sur la qualité d'une étude d'impact. En tout cas, c'est vraiment le point essentiel. Et en Grande-Bretagne, il faut le feu vert de l'autorité indépendante pour que le texte de loi soit derrière examiné. Il y a 1% des 12 000 ou 13 000, je crois, décisions qui sont prises par cette autorité en Grande-Bretagne qui, aujourd'hui, ne font pas l'objet d'une approbation par le gouvernement, où ils outrepassent l'avis de l'autorité indépendante. Mais je crois vraiment que c'est très important. Et puis, je finis sur l'évaluation des politiques publiques, parce que je suis double casquette ici, à la fois membre de la Commission des finances, mais aussi vice-président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sous l'autorité de Claude Bartolone. Dire que là, on dispose vraiment, à l'Assemblée nationale, d'un outil remarquable. Il est chargé de l'évaluation des politiques publiques, hein, c'est donc apprécier les résultats d'une loi par rapport aux objectifs de départ, sur des politiques transversales, donc qui dépassent simplement les commissions permanentes. Ce qui est remarquable, c'est qu'on travaille dans un esprit pluraliste, bipartisan, ce qu'on a fait là avec Laure de la Raudière pour cette mission, et donc avec la nécessité de se mettre d'accord sur le constat, sur les préconisations, et donc de fabriquer du consensus. Mais ça donne au rapport de cette instance une légitimité, je pense, supplémentaire. On est dans une approche comparative avec les autres pays européens, et on est dans un travail qui est dans la durée, souvent 1 an de travail. Donc ça, je crois que c'est très important. Ces rapports, au bout d'1 an, sont examinés en séance publique, hein, ici à l'Assemblée, mais surtout, il y a un droit de suivi derrière. C'est-à-dire 6 mois après le rendu du rapport, nous retournons vers les administrations et vers les ministres pour leur demander « mais qu'est-ce que vous avez fait de nos préconisations ?» Et souvent, ces préconisations sont suivies des faits. Donc, c'est un outil aujourd'hui qu'il faut effectivement, sur lequel il faut pouvoir s'appuyer, mais en même temps, là, je parle de rapport d'évaluation des politiques publiques, et si nous voulons que ce comité s'occupe aussi des études d'impact, ça nécessite des moyens supplémentaires, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit capable de justifier que l'Assemblée nationale se dote de moyens supplémentaires. Peut-être que c'est à nous aussi de faire ce travail de pédagogie aussi, parce que c'est un travail pour la qualité de l'élaboration de la loi. Donc nous, ce que nous proposons, et ce qui a été adopté maintenant dans le règlement intérieur, c'est maintenant une règle pour l'Assemblée nationale, c'est qu'il y ait une culture de l'évaluation des politiques publiques qui se diffuse dans l'ensemble des commissions permanentes, et donc il y aura maintenant systématiquement 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi, le rapporteur saisi au fond
de la commission et le contrôle-rapporteur chargé de dire ce que sera la qualité d'une étude d'impact au stade de la commission, qui seront chargés de l'évaluation de la loi 3 ans après, systématiquement. Et donc ça, c'est, s'ils sont réélus, mais c'est effectivement un progrès important, de même que le fait que nous ayons placé dans le débat parlementaire au cœur l'étude d'impact à travers le fait qu'elle soit discutée en commission et en séance publique. Donc ça, c'est quand même un progrès. Et je termine sur la question de l'application de la loi. Oui, il faut un contrôle parlementaire plus fort sur l'application de la loi. C'est qu'on a fait des gros progrès depuis maintenant quelques années. On était autour de 40, 35%, 40% des décrets d'application des lois qui étaient parus après l'entrée en vigueur d'une loi. On est aujourd'hui autour de 65%. Je regrette à ce titre que le président du Sénat, Gérard Larcher, ait supprimé une des rares instances et commissions qui étaient chargées de vérifier l'application de la loi, qui était une commission sénatoriale et qui avait toute son utilité et qu'on utilisait aussi beaucoup dans nos travaux d'évaluation des politiques publiques. Je pense, et je le redis, qu'il faut absolument que dans les lois, nous évitions de mettre des dates d'entrée en vigueur de façon trop précipitée. Peut-être que Laure y reviendra dans un instant. Et qu'il vaut mieux, en termes d'impact des décisions prises sur le terrain, avoir une phase, et c'est vrai que ça rajoute du temps, mais il faut du temps pour légiférer, une phase d'expérimentation sur le terrain, dans un espace et dans un territoire bien déterminé. Il vaut mieux expérimenter avant même de décider de façon définitive, parce que parfois on se heurte au mur des réalités dans l'application des lois.